Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. François Fillon donc est avec le bonjour. François Fillon, New Deal entrepreneurial pour créer des entreprises de croissance. Je vais le dire avec un petit peu de provocation. Vous en avez assez du discours 100% start-up, François Fillon? Bon, on a besoin de start-up naturellement, mais on a en France un problème structurel. Les entreprises ont du mal à croître. Ouais. Il y a une mortalité qui est très très importante. Et puis il y a surtout un niveau de chômage qui est record depuis 25 ans et qui est la cause principale de la dépression française, hein, que vous évoquiez à l'instant. Ouais, absolument. Et notre taux d'épargne. Le taux d'épargne. Donc si on veut réussir enfin à lutter contre le chômage, c'est-à-dire à atteindre le plein emploi, qui doit être l'objectif de toute société moderne, il faut des entreprises qui peuvent se développer. Et pour que ces entreprises se développent, il faut une politique pour les entrepreneurs, et pas seulement pour les entreprises. Il faut aider les entrepreneurs. Il faut les aider à financer leur développement, il faut les aider à financer leur succession, enfin à régler leur succession. Il faut les protéger dans leur vie quotidienne. On va y venir, on va détailler ça. Mais moi, là où je trouve où votre discours est radicalement différent dès le début, c'est que vous dites, on n'a pas un problème de création d'entreprises, mais ça, on en crée des centaines de milliers d'entreprises. Notre problème, vous mettez cette statistique à la une, je vous reprends, hein, on avait quoi ? À peine 6-7% des entreprises françaises ont plus de 10 salariés. Absolument. Si on regarde les Allemands, pour réussir à avoir le même niveau d'entreprise moyenne que les Allemands, il faudrait créer 250 000 nouvelles entreprises. On a un gap de 250 000, ce qui est absolument gigantesque. C'est pas au niveau de la création, on a beaucoup de création d'entreprises. En plus, l'auto-entrepreneur que j'avais mis en place avec Hervé Novelli a permis d'accélérer l'envie d'entreprendre, mais la mortalité est gigantesque. Et puis, il y a toutes les contraintes sociales, réglementaires qui font qu'on veut pas passer à 10 salariés, on veut pas passer au-dessus de 50, on veut pas passer au-dessus de 250. Enfin, il y a tout est fait pour empêcher en réalité la croissance des entreprises. Vous êtes convaincu parce que c'est un débat économique, ça, vous êtes convaincu que ces effets de seuil sont un vrai problème oui, aujourd'hui? Bien sûr. Il faut les faire sauter. Bien sûr, moi, ça fait des mois et des mois que je propose à Monsieur Macron, puisqu'il veut nous proposer de soutenir des projets économiques gouvernementaux. Communs, ensemble. Je lui dis, ok, moi je suis prêt à soutenir, j'étais prêt à soutenir la première loi Macron, à condition qu'il y ait quelques mesures parmi celles que nous proposions. Et j'avais proposé par exemple de doubler les seuils sociaux. C'est pas la panacée. L'idéal, ça serait de les effacer complètement. Mais si déjà on les doublait, on faciliterait beaucoup la croissance des entreprises. Juste, vous avez parlé de l'auto-entrepreneur. Il se trouve que, certainement pas vous mettre en porte-à-faux, c'est un débat de fond. Nicolas Sarkozy, lui, il a dit à un moment, l'auto-entrepreneur est un caillou dans ma chaussure. En cela, il disait, j'avais sous-estimé le degré de concurrence que ça allait apporter aux artisans qui, eux, sont installés. Ça, c'est un vrai débat. C'est exactement ce qui me distingue de la démarche qui est celle de Nicolas Sarkozy dans le projet que je propose. Je pense qu'il faut radicalement changer de logiciel, qu'il faut arrêter d'essayer de protéger tout ce qui existe au détriment de l'innovation, de la création, du mouvement de la société. Les auto-entrepreneurs, moi j'en suis au contraire extrêmement fier. Je pense que c'est une des mesures peut-être les plus emblématiques que le gouvernement que je dirigeais a prises. Alors après qu'il y ait des ajustements à faire, mais les ajustements, ils doivent pas être dans le sens qui consiste à transformer les auto-entrepreneurs en artisans, il est plutôt dans le sens qui consiste à transformer les artisans en auto-entrepreneurs. Il faut progressivement alléger les contraintes qui pèsent sur les autres métiers. L'auto-entrepreneur, c'est à la fois une incitation très puissante à créer son entreprise, mais en même temps, si on y réfléchit bien, c'est l'amorce du statut qui pourrait permettre de répondre aux besoins de la nouvelle économie. Il y a de plus en plus de Français qui vont se mettre à leur compte, qui vont travailler de manière individuelle et qui vont louer leurs services à des entreprises. Je dis pas que le statut de l'auto-entrepreneur tel qu'il est aujourd'hui est parfaitement adapté. Il y a sûrement des corrections à faire, il y a des histoires de seuil, etc. Mais l'idée de l'auto-entrepreneur, je pense qu'elle est la clé pour l'économie de demain. Et, Emmanuel Macron, encore lui, il dit entrepreneur de proximité. Là, vous êtes prêt à le soutenir? Visiblement, il a du mal à faire passer le truc. Là, on l'a mis de côté, c'était dans son... La difficulté qu'il y a avec Noé, ce gouvernement, c'est qu'ils ont tout cassé. Et maintenant, ils essayent, comme ils peuvent, de reconstruire. L'affaire de l'auto-entrepreneur est très significative. Le statut de l'auto-entrepreneur a été abîmé au début du quinquennat, parce que sous la pression des artisans, des autres professions.
D'ailleurs, on a vu que une chute des créations d'entreprises en 2014. Maintenant, le gouvernement, sous l'autorité de Macron, essaye de revenir au statut d'auto-entrepreneur. C'est la même chose avec le CICE. On a supprimé les baisses de charges en 2012. Et maintenant, on rêve en 2017 de revenir à peu près au système de 2012. Voilà, que de temps perdu. Et celui qui vous rend hommage tout le temps, c'est Xavier Niel, François Fillon. Et il dit que c'est vous qui vous êtes battu contre l'ensemble de la technostructure pour imposer le 4e opérateur. Ça aussi, c'était un modèle. Oui, parce que malgré les destructions d'emplois, les opérateurs télécoms qui nous parlent de destruction de valeur. Il faut toujours essayer d'avoir une vision globale de ces sujets-là. Bien sûr qu'il peut y avoir des destructions d'emplois à un moment donné dans un secteur parce qu'on a créé de la concurrence. Mais il faut regarder si cette concurrence va profiter à l'économie générale du pays. Or, ma conviction, c'est que quand les entreprises et les ménages paient moins cher leur communication, c'est de l'argent que les entreprises et les ménages peuvent réinvestir dans autre chose, c'est l'économie qui fonctionne. Donc moi, je suis absolument convaincu que le bilan global de la mise en concurrence des opérateurs est positif. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu des effets pervers sur tel ou tel... effet de bord, on dit en économie. Hein, voilà. Ouais. Mais moi, c'est ma conviction. C'est moi qui ai porté l'ouverture à la concurrence des télécommunications en 1995. J'étais à l'époque le ministre des Télécoms. Il y a eu une énorme résistance dont personne ne se souvient aujourd'hui. La gauche a mené un combat pendant des semaines et des semaines à l'Assemblée nationale. Il était mené notamment par Madame Ségolène Royal, qui me disait, avec votre réforme, il n'y aura plus de cabines téléphoniques dans les villages. D'une certaine façon. Elle avait raison. Mais qui aujourd'hui viendrait contester qu'il fallait ouvrir à la concurrence le secteur des télécommunications? Là où ça m'intéresse, c'est que en faisant ça quand même, vous avez donné la possibilité, même si à la fin ça s'est pas fait, vous avez donné la possibilité à Iliad d'aller porter l'entreprise jusqu'aux États-Unis et d'aller tenter de conquérir un territoire américain. C'est en cela où on se dit qu'effectivement, c'est peut-être davantage dans la croissance et dans la force qu'on peut donner aux entrepreneurs que dans la création d'entreprises qu'il y a un véritable gisement d'emploi, de compétitivité et de création de richesse pour notre pays. Hein, quand les entreprises sont à la fois protégées par un marché qui n'est pas très concurrentiel et en même temps accablées de contraintes réglementaires, etc., franchement, elles n'ont ni l'envie ni les moyens d'aller se battre sur les marchés mondiaux. Bon, le problème, c'est qu'il faut renverser toute la table. C'est-à-dire que quand on regarde votre programme, tout y passe. C'est-à-dire, ça va de la fiscalité au code du travail. C'est pour ça que j'ai essayé de tout faire. D'abord, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à présenter ce programme il y a longtemps. Hein. Beaucoup de gens me disent, mais tu es parti beaucoup trop tôt, tout le monde aura oublié au moment des élections, etc. Moi, je pense qu'il faut d'abord du temps pour construire le programme. Je l'ai construit de manière très participative, avec beaucoup d'intervenants extérieurs, de chefs d'entreprise, d'experts, etc. Et puis, je suis passé d'une phase générale, c'est-à-dire les grandes mesures. Il faut libérer au fond les contraintes qui pèsent sur l'entreprise à travers le temps de travail, le code du travail, le contrat de travail, la fiscalité. Et je passe maintenant à des mesures beaucoup plus ciblées et beaucoup plus précises. D'abord parce que je pense que les Français, n'ayant pas confiance, à juste titre, dans le système politique, ils ont besoin de voir des engagements extrêmement précis. Quand des responsables politiques se contentent de généralités, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ensuite ils ne mettent pas en œuvre les promesses qu'ils ont faites. Hein. Et quand on regarde les programmes, il y a souvent des alinéas de bas de page qui permettent de vider de leur sens la réforme. La grande promesse qu'on a mise sur la table. Quand certains vous disent on va supprimer les 35 heures, mais il faut que toutes les heures supplémentaires au-dessus de 35 heures soient payées, ça veut dire qu'on supprime rien du tout. Or, c'est le programme de certains candidats à la primaire à droite. Donc maintenant, je veux passer à des choses extrêmement précises. C'est pour ça que j'ai proposé pour l'entrepreneur des mesures qui sont ciblées et qui correspondent réellement aux besoins de l'entrepreneur. Attendez, juste André, vous avez dit il faut que les heures supplémentaires soient payées, soient majorées. Vous refusez qu'elles soient majorées, mais il faut quand même qu'elles soient payées, ces heures supplémentaires. Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse à la négociation d'entreprise le soin de fixer la durée du travail. Il y aura des compromis. Par exemple, chez Smart, le compromis qui avait été élaboré, c'était 39 heures, qui n'étaient pas payées 39. Vous avez raison. Il y avait un compromis. Vous avez raison. Et donc, si on commence à dire il y a la liberté de négociation, mais à condition que toutes les heures supplémentaires soient payées, bon, il n'y a pas réellement de négociation. Certains autres disent, je crois que c'est Alain Juppé qui dit liberté de négociation jusqu'à 39 heures. Mais pourquoi ? Si on fait confiance aux forces sociales et aux forces économiques dans l'entreprise, faisons leur confiance jusqu'au bout. Je crois qu'il y a vraiment des secteurs où l'État doit se retirer
de la vie interne de l'entreprise. Mais vous comprenez, si je regarde là, supprimer l'ISF, parce que c'est ça la croissance des entreprises. D'ailleurs, supprimer l'ISF, on n'a pas le temps là de le détailler, même ici, mais à travers la transmission d'entreprise, vous avez une vraie réflexion sur la transmission d'entreprise, et l'ISF là est un vrai problème pour la croissance de nos entreprises. On peut peut-être en dire un mot d'ailleurs. Sur la transmission, d'abord la suppression de l'ISF, parce que la démonstration est faite que cet impôt est en train de ruiner le pays, et nous oblige d'ailleurs parfois, parce qu'on ne trouve plus de capitalistes français, à aller se rouler par terre devant des fonds de pension étrangers pour financer l'économie française. Je dis pas que il faut leur fermer la porte, mais on est un drôle de pays qui n'arrive pas à financer ses retraites, mais qui vend ses actifs aux fonds de pension qui financent les retraites de nos amis américains. Donc tout en épargnant 15% de ce qu'ils gagnent. Sans parler des conditions exceptionnelles qu'on fait à certains pays du Golfe. Donc on a besoin de capitalistes français. Donc la première chose, c'est qu'il faut supprimer l'ISF. La deuxième chose, c'est qu'il faut permettre la transmission d'entreprises dans la famille. C'est une motivation très forte pour le chef d'entreprise, pour l'entrepreneur, que de pouvoir transmettre son entreprise à ses enfants. Aujourd'hui, entre l'ISF et les droits de succession, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc moi, je propose qu'on gèle les droits de succession tant que l'entreprise se transmet dans la famille. Si les membres de la famille veulent vendre l'entreprise, à ce moment-là, les droits de succession fonctionnent. De la même façon, comme je propose de supprimer l'ISF, et que l'ISF, de façon indirecte, permettait de financer les PME grâce à la mesure que nous avons prise. Oui, absolument. Je propose d'exonérer de 30 à 50% de l'impôt sur le revenu, sur des sommes assez élevées, jusqu'à 1 million par personne, les Français qui investissent dans les PME. Mais si je regarde, baisse des charges patronales, suppression de l'ISF, licenciement pour réorganisation économique, augmentation des seuils sociaux, ce que vous avez dit sur les 35 heures, un contrat de travail avec des modalités de rupture prédéfinies, le référendum, je m'arrête, parce que oui, mais à un moment on se dit, il y en a trop. Alors, on n'est pas prêts, nous, société française, à assumer tout ça. Or, il faut tout faire ensemble. Il faut faire un maximum de changements dans un temps très très court pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut avoir des résultats. Le drame, au fond, des 30 dernières années, c'est qu'aucune majorité n'ayant eu vraiment de résultats tangibles pour les Français, c'est-à-dire que leurs enfants trouvent du boulot, pour dire les choses simplement, le pays est devenu un pays instable. C'est un pays qui change de majorité à chaque élection, ce qui ne rend pas facile la mise en œuvre des réformes, puisqu'il ne favorise pas la confiance. Quand vous regardez les Anglais ou les Allemands, la moyenne de vie d'une majorité dans ces pays, c'est entre 15 et 18 ans. Chez nous, c'est 5 ans maximum, et souvent même, dans les 5 ans, on trouve le moyen de changer de politique au milieu. Donc la première raison, il faut des résultats. Si vous voulez avoir des résultats, il faut une masse de changements pour déclencher une réaction en chaîne très très vite. Si vous égrenez sur 5 ans les mesures que je propose, ça n'aura aucun résultat. Si vous les prenez toutes dans les 3 premiers mois qui suivent la mise en place d'une nouvelle majorité, ça fera du bruit. Du bruit. Mais voilà, ceux qui ont dans la foulée d'une présidentielle, vous avez la légitimité pour le faire de toute façon. Absolument. Il y a la légitimité pour le faire, à condition de ne pas perdre son temps, à condition de ne pas partir en vacances, à condition d'avoir une équipe gouvernementale dont les principaux membres soient connus à l'avance et déjà préparer les textes et les réformes. Il ne faut pas que le ministre de l'économie et des finances apprenne le matin qu'il va être ministre de l'économie et des finances et qu'il mette 6 mois à comprendre comment ça marche. Il faut qu'il puisse appuyer sur le bouton le 1er juillet. Et puis, naturellement, dans les réformes que je propose, il y a des choses qui sont du long terme et des choses qui sont du très court terme. Par exemple, je propose beaucoup de choses en matière d'éducation, en matière je voudrais qu'on enseigne l'entrepreneuriat à l'entreprise. Mouvement social profond. Je dis pas que ça va se faire en 15 jours. Non, c'est pour ça que je restais sur les mesures principales pour libérer l'entreprise, pour changer le statut de l'entrepreneur, par exemple, pour faire en sorte que on ne puisse pas le poursuivre au pénal en dehors des questions de fraude. Sur le reste, il n'y a aucune raison de poursuivre au pénal un entrepreneur sur des sujets qui tiennent à la gestion de l'entreprise. Si on fait tout ça dans un délai très court, en utilisant notamment les ordonnances, en utilisant toutes les formules qui permettent d'aller vite, ma conviction, c'est qu'il y aura des résultats. Et à ce moment-là, les Français auront peut-être un regard différent sur leurs entrepreneurs, sur l'économie, sur leurs responsables politiques. Et sur leurs responsables politiques. Accessoirement. Merci François Fillon d'être venu nous voir. François Fillon ce matin sur BFM Business. Il est 8h33.